introduire notre... Oui, merci Marie. Alors, j'ai le grand plaisir de vous présenter Dr. Luc Preya. Luc est actuellement chercheur et enseignant en géomorphologie au département des géosciences de l'Université de Fribourg. Dans le monde universitaire, la performance du chercheur ou une chercheuse se mesure notamment au nombre de publications ou articles scientifiques qu'il ou elle produit. Et en consultant son dossier universitaire, j'étais vraiment stupéfait par la liste interminable de ces publications. Mais le travail d'un chercheur ne s'arrête pas avec l'accumulation des connaissances scientifiques. C'est très important de les rendre pertinentes pour la société. Et c'est pourquoi l'activité de Luc comme enseignante, c'est vraiment très, très important. Après, Luc a même dépassé les limites de l'université. Il a accompli et continue d'accomplir un travail fantastique de vulgarisation et de communication. Il est même devenu le personnage d'une petite bande dessinée, ce qui est honnêtement, à mon avis, une des plus belles réussites qu'on peut espérer. Luc, je tiens à te remercier chaleureusement pour tout ton travail et à te dire que nous sommes vraiment très, très, très reconnaissants que tu es parmi nous. Et je vais commencer par une question très, très importante. Comment vas-tu? Merci pour cette présentation, Emmanuel. Très bien, je vais bien, je te remercie. Je me réjouis d'être là parmi vous. J'étais un petit peu stressé quand même en préparant ça parce que je ne voulais pas dire de bêtises. C'est toujours la difficulté de la vulgarisation, c'est qu'on on veut dire des choses compréhensibles, mais pas fausses. Alors j'espère que ce que je vais dire sera compréhensible et pas faux. Voilà. Sûrement. Marie, je ne sais pas si tu veux faire une petite traduction sur Luc avant qu'on commence. Ja, genau. Also ich schlage vor, dass ich versuche, im Chat vor allem eine kurze Übersetzung zu machen, wenn es für euch okay ist. Dann könnt ihr einfach den Chat folgen und wenn ich merke, es reicht nicht und ich muss noch ein paar Sachen sagen, dann werde ich das Wort ergreifen. Ich hoffe, das ist okay für euch. Okay. Ich werde versuchen, langsam auf Französisch zu sprechen. Ich hoffe, dass jeder Französisch ein wenig verstanden kann. Und wenn jemand eine Frage hat, kann er die Frage oder sie die Frage auf Deutsch stellen. Und wenn es wirklich nötig ist, dann kann ich versuchen, eine kleine Übersetzung zu geben. So einfach sagen, wenn es nötig ist, dass ich das übersetze auf Deutsch oder in Englisch. Merci beaucoup, Luc. OK, alors moi je commence avec la première question que j'ai préparée pour toi. Je pense beaucoup de monde là, on a vu les images, on sait plus ou moins ce qui s'est passé. Mais est-ce que tu peux préviement rappeler la séquence d'événements qui est survenue au glacier du Birch et après au village de Blatten? Tu as aussi une petite présentation si tu veux partager. Oui, alors j'ai aussi une présentation, du coup je vais prendre l'écran. Ça va être celui-là. Tac, tac. Ça vient tout de suite. Voilà, je pense que vous voyez ma présentation. Oui, ça marche. Donc je commence avec cette image sur laquelle on voit ces dépôts écroulés depuis le glacier. Ces dépôts qui eux-mêmes provenaient auparavant d'une paroi rocheuse, la paroi rocheuse du Petit Nestorn, qui est tombée sur le glacier. Le glacier lui-même a dévalé la pente pour produire cette grosse accumulation de débris qu'on a devant nous, qui a recouvert et détruit une grosse partie du village de Blatten. Je peux rappeler, peut-être j'ai quand même pensé que c'était un tout petit peu bien de faire un petit, ça c'est mon côté enseignant de géographie, faire un tout petit rappel sur où se situe Blatten. Et puis pour ça, je vais rentrer dans le portail cartographique de la Confédération, parce qu'en Suisse, on a une chance énorme, c'est qu'on a des gens à l'Office fédéral de topographie qui nous fournissent des données incroyables gratuitement, selon
enfin, grâce à une loi sur la mise à disposition des géodonnées en Suisse, depuis maintenant 5 ou 6 ans, tout est disponible et gratuit. Et du coup, ces liens sur lesquels je clique vous seront aussi accessibles à la fin si vous voulez utiliser par vous-même après ces documents. Donc, je commence juste par vous rappeler que le Lutschental, c'est cette vallée entre Sion et Brigue. On y accède depuis Gampel. Et puis, on remonte la Lonza, qui est le cours d'eau donc, qui occupe le Lutschental. On arrive au village de Blatten. Puis là, sur la carte, on voit déjà une petite zone orangée. Normalement, l'orange, c'est une couleur qui n'est pas utilisée sur les cartes topographiques. Et nos fonctionnaires de l'Office fédéral de topographie ont été assez réactifs parce que déjà quelques jours après l'événement, ils ont reporté la zone touchée par l'écroulement de Blatten. Donc, ça permet juste de poser les choses dont je vais parler tout à l'heure. Le grand sommet qui est le Beechhorn, qui est presque à 4000 mètres d'altitude, dans les Alpes bernoises, donc, à la frontière en fait, entre Berne et le Valais. Excusez-moi, dans les Alpes valaisannes, j'ai dit une grosse bêtise, pardon. Le petit Nestorn, Kleines Nestorn, dont on va beaucoup parler, le glacier du Birch qui est ici, et puis ensuite toute la pente, le versant jusqu'ici au village de Blatten. Et les dépôts d'écroulement sont remontés de l'autre côté du versant jusqu'au village de Weissenried, un petit peu en hauteur. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que en fait, peu de temps après la catastrophe, le Suisse Topo a produit des nouvelles images aériennes. Donc là, on va passer sur les images aériennes. C'est peut-être plus évident pour vous que les cartes topographiques. Peu de temps après, une fois que le temps était de nouveau beau, Suisse Topo a fait voler ses avions. Il dispose de 2 avions qu'ils ont fait voler sur la région pour faire des images sur la situation après l'écroulement du 28 mai. Donc là cette barre me permet de montrer avant-après. Ça, c'est la situation avant, ça, c'est la situation après. Et on voit donc, on mesure, je trouve, avec cette vue, l'importance et la surface totale qui est appliquée par cet événement. Ce que je souhaite aussi vous montrer, enfin vous rappeler maintenant, ça va être la prochaine slide, c'est, donc là il faut que je quitte ça, c'est un petit rappel, il y a beaucoup de texte, je m'excuse, mais je vais vous commenter ça, un petit rappel de la séquence des événements, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler du glacier du Birch qui s'effondre, c'est juste, le glacier du Birch s'est effondré, mais tout ça, ça s'inscrit dans un contexte plus large. Alors tout d'abord, c'est cette paroi nord du Kleines Nestorn qu'on a vu avant, sur laquelle, à partir de laquelle il y a eu de fréquentes chutes de blocs depuis les années 90 déjà. Donc à partir des années 90, ce glacier était surveillé parce que en fait, les chutes de blocs qui tombaient du Kleines Nestorn sur le glacier faisaient avancer le glacier plus vite. Les cailloux sur le glacier, c'est du poids. Le glacier, normalement, il avance peut-être à raison de 1 cm par jour à cause du poids de la glace. Mais si vous lui rajoutez des kilos, des kilos, des kilos et des kilos de cailloux sur le dos, il avance plus vite. Donc, il avançait trop vite et de temps en temps, il y avait des séracs qui tombaient qui dévalaient le torrent et qui menaçaient le village de Blatten. Donc, dans les années 90, je n'arrive pas à dire avec les photos aériennes si c'est 92 ou 93. Il y a une grande digue qui a été construite en amont du village de Blatten contre les chutes de sérac et les éventuelles laves torrentielles qui pouvaient se déclencher. Donc, c'était déjà une situation, comme bien d'autres dans les Alpes, qui était une situation avec un certain danger. Et puis, mi-mai, qu'est-ce qui se passe? Mi-mai 2025, tout va très vite. Mi-mai 2025, 28 mai 2025. Tout se passe en à peine 15 jours. Mi-mai 2025, il y a un tassement rocheux de grande ampleur qui est détecté dans la paroi nord du Kleines Nestorn. On va voir ça tout à l'heure. En fait, à cause de l'avancée trop rapide du glacier, il y avait une webcam qui avait été placée. Si j'ai bien compris, alors
je fais une petite réserve maintenant. Il y a beaucoup de choses que je vous dis, que j'ai appris par la presse ou par certains collègues qui en ont parlé. Moi, je n'ai pas été impliqué dans la gestion de cette catastrophe, donc certaines fois, c'est des déductions que je dis. Il est peut-être que j'avance, il est peut-être possible que certaines fois, je ne sois pas exactement toujours tout à fait précis, hein, mais je ne vais pas vous dire de choses fausses. Donc, cette webcam qui avait été installée pour surveiller le glacier, elle a, par chance, si on veut bien, aussi servi à détecter ce gros tassement rocheux dans la paroi du Kleines Nestorm. Et ça, c'était le 18 mai, on va voir juste avant une image, et le 19 mai, les services du géologue cantonal du canton du Valais ont été extrêmement réactifs et compétents, et ils ont réussi à convaincre, parce qu'il faut convaincre un village qu'il faut partir. Donc, Monsieur Raphaël Mayora, qui est le géologue cantonal valaisan, je pense qu'il est arrivé avec de bons arguments auprès du président de la commune de Blaton pour lui dire là, il faut vraiment partir, c'est vraiment dangereux. Et donc l'évacuation a eu lieu un lundi matin. 300 habitants ont dû quitter leur logement sans être préparés, donc sans pouvoir prendre d'affaires personnelles. Et du 18 au 28 mai, il y a eu plusieurs éboulements qui se sont déclenchés à partir de la paroi du Kleines Nestorm, qui ont amené environ 6 millions de mètres cubes de roches sur le glacier. On a pendant un moment donné espéré que ce fractionnement en plusieurs éboulements allait éviter ce que beaucoup ont appelé le scénario du pire, c'est-à-dire l'effondrement du glacier avec tous ces cailloux dessus. Mais malheureusement, le 28 mai à 15h30, le glacier a rompu sous l'effet du poids de ces 6 millions de mètres cubes de roches. Ça, c'est une figure un peu technique qui plaira peut-être à certaines personnes, pas à d'autres, mais c'est pour vous montrer, c'est une figure qui a été réalisée en fait grâce à ces photos aériennes prises par Swistopo. C'est un chercheur, je crois, que je ne connais pas personnellement, mais c'est en ligne et disponible de l'université de Munich, je crois, Monsieur Siméon Schmaus, qui a produit ça. Donc, en comparant les anciennes photos aériennes et les nouvelles, on peut produire des modèles numériques d'altitude et on peut additionner le terrain ou le soustraire. Et ce qu'on voit sur cette image, c'est toute cette zone bleue où il y a du matériel qui manque, c'est le matériel qui s'est effondré sur le glacier. Et sur le glacier lui-même, évidemment, il y a aussi du matériel qui manque, c'est le petit triangle vers le bas. Et tout ce matériel est descendu pour recouvrir le village de Blaton et s'est étendu jusque dans cette zone. Vous pourrez revenir sur cette image si vous voulez l'analyser avec un peu plus de détails. Ce qu'on voit là ici, cette petite zone rectiligne, c'est la digue qui avait été construite dans les années 90 pour protéger le village de Blaton d'événements beaucoup plus petits qu'on attendait et qui auraient pu se produire. J'aimerais maintenant un tout petit peu. Ah non, ça va être. Voilà, ça, c'est la séquence des. Excusez-moi, c'est la séquence des événements et la suite, ça va être pour la deuxième partie. Excusez-moi, je m'arrête là. Soll ich das ein wenig auf Englisch oder auf Deutsch übersetzen? Frage an die Runde. Wer möchte eine ganz kurze deutsche Übersetzung? Wenn nicht, dann können wir. On peut pas, on peut continuer alors. J'essaye tant que je peux, tant bien que je peux, de traduire dans le chat, mais c'est assez technique. Ok, super. Bah, vas-y, Emmanuel. Ok, alors on continue. Et ok, du coup, ma deuxième question est sur les contextes géologiques, parce qu'on a entendu dans la presse que les contextes géologiques au-dessus du glacier étaient déjà favorables à une instabilité. Alors d'abord, la première question est qu'est-ce que c'est l'instabilité et est-ce que tu peux nous expliquer quel est le rôle de ce contexte géologique dans le déclenchement de l'instabilité? Oui, volontiers. Alors, je ne sais pas si vous avez toujours mon écran visible ou pas. Non. Non, alors il faut que je le reprenne, pardon. Zoom, tu es là. Où es-tu?
Ici, excusez-moi. Faut pas que je le, faut pas que je le quitte en fait. Et ça va arriver, ça va arriver. Où est-ce que c'est là? Voilà. Donc, ce qui s'est assez rapidement produit, bon, évidemment, il y a eu il y a eu cette sidération, cette stupeur, cette tristesse que tout le monde a eue avec cette catastrophe. Et puis après, ben, on a commencé à essayer de comprendre. Il y a des gens qui ont commencé à s'exprimer pour dire ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, est-ce qu'il y avait un lien ou pas avec le changement climatique. Puis quelque chose qu'on a souvent entendu, enfin moi peut-être plus moi parce que je suis géologue de formation, c'est ah mais là-bas il y a un contexte géologique particulier. Donc en gros c'est la faute de la géologie. Hein. C'est comme quand il y a un projet tout d'un coup qui coûte plus cher parce que les ingénieurs ils ont mal calculé quelque chose. On dit ah mais il y a des surprises géologiques. Hein. Donc, je me suis un peu intéressé effectivement à ça, puis j'ai envie de vous partager ce que j'ai compris par rapport à ça. Alors, sans rentrer trop dans les détails, je commence avec cette jolie photo qui est prise depuis le Lötschen Pass sur l'autre versant de la montagne, où on voit bien ici le Beechhorn, ce sommet constitué de granit de couleur gris clair, et puis le Nesthorn qui est constitué de roches différentes, c'est des roches métamorphiques, des gneiss et des amphibolites, surtout de couleur gris foncé brune. Hein. Puis je pense que vous voyez toutes et tous cette limite, bon là elle passe sous le glacier, hein. Vous voyez cette limite très tranchée entre le gris clair et le gris foncé brun. Hein. Donc ce gris clair, c'est des granites qui sont beaucoup plus massifs, ils sont aussi un peu fracturés, mais ils sont beaucoup plus massifs, beaucoup plus homogènes que ces roches gris foncé qui sont des roches métamorphiques. Les deux sont très vieux. Les roches métamorphiques, c'était au départ des sédiments qui ont été métamorphisés dans une orogénèse qu'on appelle l'orogénèse varisque ou hercynienne. Ça vous rappelle peut-être quelque chose de l'école. C'est il y a environ 300 ou 400 millions d'années, c'est très très vieux. Et puis le granit, il est entré en intrusion depuis les profondeurs de la Terre dans ces roches métamorphiques pour former notamment le Beechhorn. Donc c'est clair qu'au contact entre ces deux ensembles, c'est toujours des zones, les zones de contact en géologie sont toujours un peu compliquées. Et en plus, le contexte géologique de ces roches métamorphiques est pas très simple et pas très stable. Pour ça, je vais de nouveau aller dans le portail de la, de la Confédération. Et là, je vais vous faire peur, mais pas très longtemps, parce que je vais parler un petit peu plus dans le détail de géologie. Tous ces liens, donc, ils vont marcher aussi pour vous, si ça vous intéresse. Et là, on retrouve, vous voyez, c'est écrit Nesthorn, Beechhorn. Donc, on voit notre granit du Beechhorn qui était en gris clair avant, ben là, il apparaît en rouge, les roches granitiques. Et puis, ces roches gris foncé brunes, c'est toutes ces roches-là qui, ici, forment une alternance de vert et de orange. Donc, on voit que c'est des roches qui forment des couches, des roches métamorphiques qui sont en alternance. Et ces roches, elles rentrent à l'intérieur du terrain. Elles ont un certain pendage qui va rentrer dans le terrain. Je vous montrerai ça dans le détail avec une coupe. Ce que j'aimerais vous montrer maintenant aussi, c'est une vue aérienne depuis donc un avion, hein, où là, on voit beaucoup mieux aussi le glacier du Birch. Hein. Si je vous avais dit, comme ça, vous ne connaissez pas la géomorphologie, la géologie, la montagne, je vous dis où sont les glaciers, vous n'auriez peut-être pas dit que là, il y a un glacier. Hein. Vous voyez, il est gris foncé, il est un peu dégueulasse hein, par rapport aux autres surfaces beaucoup plus blanches. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a déjà eu une grosse production sédimentaire de cailloux qui sont tombés sur ce glacier. Je vais zoomer un tout petit peu pour vous montrer ça plus dans le détail. Mais ça, c'est vraiment de la glace. Hein. C'est une trentaine de mètres d'épaisseur de glace avec déjà beaucoup de cailloux qui sont tombés sur le glacier. Cet apport de cailloux depuis la paroi du Nesthorn, elle est clairement liée au réchauffement du permafrost et surtout à ce qu'on appelle la couche active, qui est la partie superficielle des roches, qui est entre 2 et 5 mètres d'épaisseur, plus ou moins, hein,
dans laquelle le sédiment gèle et dégèle. Alors, chaque fois qu'il gèle, l'eau qui est présente dans les fissures augmente de volume, elle augmente les fissures, puis chaque fois que ça dégèle, cette glace n'est plus là pour tenir les blocs ensemble et il y a des blocs qui tombent. Donc ça, c'est clairement, je pense que c'est admis par toute la communauté scientifique. La préservation de ce glacier, elle est liée à son recouvrement par des blocs qui isolent le glacier. Et puis, ces blocs, en même temps, ils l'ont fait avancer assez loin. Et vous voyez que là, c'est une photo aérienne, donc 2024, je pense. Vous voyez qu'il est déjà tout près d'un petit ressaut rocheux. Donc, il va lui suffire d'avancer un cours de quelques 20, 30, 40 mètres pour se retrouver vraiment dans une situation de fort déséquilibre. J'avance déjà trop loin dans mon histoire. Ce que je voulais surtout vous montrer, c'est en fait ces couches géologiques qu'on voyait sur l'atlas géologique. Vous voyez ces bandes ici. Ce que je voulais surtout vous montrer, c'est qu'on les voit. On les voit en fait dans la topographie. Vous voyez ces bandes. Mais ce qu'on voit aussi, c'est des lignes qui sont perpendiculaires. Vous voyez cette ligne ici, et ça, c'est des fractures. C'est des fractures dans la roche qui, malheureusement, à cet endroit-là, sont subparallèles à la paroi rocheuse. Donc, il y a la paroi rocheuse, et puis à l'arrière, il y a une fracture, peut-être une autre ici, peut-être encore une autre là, qui est un plan de fragilité qui va être utilisé par la gravité pour déclencher des éboulements. Pour la suite, je vais revenir à ma présentation. Je crois que je vous ai dit tout ce que je... Si vous voulais vous amuser, je vous ai encore juste un petit truc. Si vous voulez vous amuser plus loin, vous avez d'autres calques que vous pouvez enlever ou désenlever. Vous avez notamment le relief de surface. Je le montre juste. Je ne vais pas faire longtemps là-dessus. Et là, il y a des gens qui ne voient pas bien le relief, d'autres le voient très bien, mais je pense que vous allez, pour la plupart, bien voir ces couches géologiques et puis ces failles ici. Voilà. Ça, c'est le contexte géologique qui, effectivement, il faut le reconnaître, est défavorable. Maintenant, j'aimerais vous revenir sur le plancher des vaches et puis vous montrer des photos vues depuis le terrain, des photos de prise de vue terrestre. Il se trouve que le 2 août 2025, donc il y a un peu moins d'une année, j'étais là-bas dans le Tchuntal avec mon épouse, on faisait une balade. Et puis moi, je ne regardais pas trop les glaciers parce que j'entendais tout le temps des blocs qui tombaient et ça me foutait un peu le bourdon. Donc ça me donnait plus de tristesse que d'admiration. Et puis mon épouse qui est aussi sensibilisée à la cause climatique mais qui n'est pas géomorphologue, elle trouvait ça quand même joli et elle a fait une photo. Elle a bien fait de faire une photo parce que en fait, ce qu'on voit ici, c'est... Excusez-moi, c'est pas ça que je voulais faire. Alors je vais zoomer un petit peu. C'est le Bichon dans les nuages. C'est le Nestorn ici. C'est le glacier du Birch qui a fini par s'effondrer. Vous voyez son front ici qui fait une trentaine de mètres d'épaisseur. Et puis, le couloir par lequel les sédiments se sont déposés. Et puis, vous voyez peut-être ensuite ici, enfin, j'espère que vous voyez ce gros cône de déjection, donc qui a une morphologie tout à fait naturelle dans les Alpes, qui est alimentée par les laves torrentielles qui se produisent de temps en temps, par les avalanches, par le torrent lui-même. Et vous voyez une ligne rectiligne ici. Ça, c'est la digue qui a été construite en 1992 ou 1993. Et le village de Blatten est juste derrière le Mélèze ici. Donc ça, c'est la situation en 2025. Et ce qu'on voit en 2025, c'est ce qui m'a frappé, que j'ai évidemment pas vu le 2 août 2025, mais que j'ai très bien vu suite à la catastrophe, c'est cette ligne ici qui est une grande faille. Cette faille que j'ai essayé de vous montrer avant sur la carte, sur le modèle numérique de terrain. Donc là, on voit une rupture de pente, comme une petite combe au sommet de la montagne qui est encore occupée par la neige le 2 août. Et puis, on peut suivre cette ligne de neige jusqu'ici. Et ça correspond à une faille qui, vous voyez, est parallèle à la paroi.
Donc là, on a vraiment une situation, hein, si on m'avait dit, voilà, tu vas faire une balade aujourd'hui dans le Lutschental, tu vas bien regarder en face, puis tu vas noter là où tu as l'impression qu'il pourrait y avoir quelque chose qui va tomber une fois, j'aurais clairement repéré cette situation. Mais évidemment, il y en a beaucoup comme ça dans les Alpes, hein. Et donc, je n'ai pas prêté attention à ça, mais avec le recul, je vois qu'on voyait déjà très bien les choses. Donc, ma question, évidemment, c'est est-ce qu'il faut tomber dans le fatalisme et puis dire oui, mais ce genre d'événement, ça arrive, ça finit toujours par arriver, une fois ce serait tombé, ou bien est-ce qu'il faut se dire quand même, c'est étonnant, parce que ça fait longtemps que c'est pas tombé. Il faut rappeler que le village de Blatten, il a 800 ans. Ça fait 800 ans qu'il n'y a pas cette falaise qui est tombée là-haut. Et puis, ces 50 dernières années, on a un réchauffement du permafrost qui est constaté par les scientifiques. Donc, est-ce que c'est juste une coïncidence? Comme ça, intuitivement, je dirais non. Et puis moi, je pose l'hypothèse que le changement climatique, il est là pour beaucoup de choses et je vais essayer de vous expliquer mon raisonnement. Alors, ce que j'ai aussi essayé de faire, c'est, je me suis dit, mais c'est là depuis quand cette morphologie, ces conditions d'instabilité ou d'équilibre instable, on va l'appeler comme ça, elles sont là depuis quand? Et j'ai réussi à trouver, toujours sur le site de Swisstopo, vous avez le lien ici, vous pourrez aller cliquer si ça vous intéresse, une image terrestre qui a été prise par les premiers topographes qui topographiaient la Suisse le 2 septembre 1927. Donc il y a un siècle entre cette image et cette image. Et je les ai mises, alors c'est à peu près 300 mètres en altitude plus haut que le point là. Ce point-là, il est 200 mètres plus haut que Weissenried, hein, qui serait juste un peu plus bas. Mais j'ai pu plus ou moins mettre le sommet du Nestorn au même endroit. Je pense que vous reconnaissez tous ce versant de la vallée, ici et là. Alors évidemment, je n'insiste pas sur les glaciers qui sont beaucoup plus grands, qui sont beaucoup plus blancs, hein. C'est encore une autre thématique, et on va se perdre, hein. Mais j'aimerais surtout vous montrer ceci, c'est que cette faille et ce petit décalage qui existe déjà dans le versant, elle est déjà présente il y a un siècle. Alors ici, ça se voit un peu moins bien parce qu'il y a un petit glacier de pente qui est encore présent en 1927, qui a fondu aujourd'hui. Mais de la comparaison de ces deux images, on peut dire que excusez-moi, ce versant, il est en équilibre. Voilà. Ce versant, il est... Ouh là, je me perds. Ce versant, il est en équilibre instable depuis au moins 100 ans, au moins 800 ans, parce qu'il y a des gens qui habitent à Blatten depuis 800 ans et puis ils n'ont pas détecté d'immenses chutes de blocs depuis là-haut. Et puis, comme je suis géomorphologue, j'ai été aussi regarder la carte géologique, je ne vais pas vous montrer ça maintenant, sur le fond du vallon. Et évidemment, des dépôts comme ceux-là, des dépôts comme ça, si ça s'était produit il y a 1000 ans, il y a 2000 ans ou il y a 3000 ans, ça laisse des traces dans la morphologie. Donc ça, c'est le travail des géomorphologues de reconstituer les événements passés sur la base des formes qui se sont produites. Alors c'est clair, la rivière, elle va enlever, hein, le sédiment dans les 100, 200, 300 prochaines années. Et puis au milieu, ce matériel, il va peut-être plus être existant. Mais ce genre de morphologie à droite, ou enfin de zone d'érosion, où certains gros blocs éboulés, ils vont rester. Donc, ce que j'ai fait assez rapidement, je l'admets, mais je me suis intéressé à ça. J'ai regardé les cartes géologiques et la morphologie du fond du Lutschental, et puis je n'ai pas observé de gros dépôts d'écroulement, voire même pas du tout, au cours des derniers millénaires, peut-être même au cours des derniers 5 ou 6 000 ans. Pourquoi je dis ça? C'est que parce que je pense qu'on peut partir du principe que ce Nestorn, il est en équilibre instable, vraiment, depuis plusieurs siècles, assurément, peut-être depuis plusieurs millénaires. Et c'est entre le 13 et le 18 mai qui commence à montrer des signes d'affaissement marqués. Là, vous avez cette séquence de 2 images qui défilent entre le 13 mai et le 18 mai. Ça, c'est des images que j'ai trouvées donc, sur Internet, mais qui ont probablement dû être prises par la webcam de surveillance de l'État du Valais. Et vous voyez que c'est sur la gauche, la crête, il n'y a rien qui bouge. Sur la droite de la crête, il n'y a rien qui bouge, à part un nuage qui apparaît là. Et vous voyez que tout ce versant est en train de bouger
avec des lignes de contrepente qui se marquent le long des couches géologiques, parce que vous avez un gros paquet qui descend, et donc il y a les mouvements qui doivent être ajustés latéralement, et puis on a ces lignes de contrepente, une ici, une là, qui sont des signes très évidents de gros tassements. Et puis il y a aussi ce premier éboulement qui se marque là. Le 20 mai, on a une situation où les zones d'éboulement sont remontées plus haut. Et puis, le 21 mai, il y a toute la partie supérieure qui serait quelque part là, qui est en train de s'affaisser et de tomber. Ce que vous voyez là, ce que j'aimerais aussi vous montrer, c'est que l'éboulement, il ne commence pas depuis en haut vers en bas, il commence depuis en bas et puis il remonte. Hein. Donc ça donne aussi un petit signe que la zone de fragilité sur un éboulement comme ça, c'est surtout le bas. Hein. Si vous pensez à quelqu'un qui ferait, enfin un groupe de personnes qui feraient une pyramide humaine, eh ben c'est les gens qui sont en bas de la pyramide qui tiennent le sommet. Hein. Puis si un de ceux qui sont en bas lâche, eh ben c'est toute la pyramide qui s'écroule. Hein. Ce que j'ai essayé de faire maintenant, ça devient un peu plus technique, mais je pense que vous allez réussir à me suivre, c'est que j'ai fait une coupe géologique qui est, comme je l'ai écrit, c'est une coupe schématique, mais le profil topographique est respecté, l'inclinaison des couches est respectée, la position approximative des failles aussi. Évidemment, il y a les géologues de l'État du Valais et d'autres collègues qui vont s'intéresser à ça, qui vont produire des coupes, je l'espère, en tout cas beaucoup plus avec beaucoup plus de détails que celles que je vous présente là. Mais voilà, pour comprendre, je me suis dit, je commence à faire une coupe, je réfléchis à ça, et puis je l'ai mise au propre pour vous. Donc, je pense que tout le monde comprend. Ici, on a le Nestorn, on voit notre faille dont j'ai parlé ici. C'est le même Nestorn avec cette même faille. Il y a probablement d'autres failles plus petites. Et puis, il y a ces bancs de couches de gneiss et d'amphibolites qui sont rentrants dans le terrain. Donc, a priori, c'est une situation de stabilité, c'est plutôt favorable. Mais comme on a ces failles à l'arrière, on a un risque de basculement de ces couches. Cette situation, jusqu'au début du XXe siècle, elle est en équilibre instable. On a un tassement rocheux qui est déjà présent. Vous voyez, j'ai essayé de dessiner un petit décalage entre les couches de part et d'autre des failles. Donc, il y a un petit tassement rocheux qui est présent, mais il n'y a pas de mouvement significatif. Peut-être que c'est 0, peut-être que c'est 1 cm par année. Ce qu'on sait, c'est que sur ces 20 dernières années, les données satellites indiquent un déplacement d'environ 1 cm par année dans ce versant pour les 20 dernières années. Mais avant, on ne saura jamais. Est-ce qu'au cours du XVIIe et du XVIIIe siècle, il y avait 0 mouvement ou un tout petit mouvement? Ça, probablement qu'on ne saura jamais. Ce qu'on sait, c'est que cette situation de tassement rocheux, cette situation d'équilibre très précaire, elle était stabilisée par le permafrost. Parce qu'entre les altitudes, c'est entre 2800 et 3300 mètres. Et là, on est clairement dans des zones de conditions de permafrost. Donc, au-dessus de cette ligne traitillée bleue, vous devez vous imaginer que les températures sont de -1 ou -2 degrés sur cette tranche d'environ 100 mètres d'épaisseur. Les épaisseurs sont aussi respectées sur ma coupe. Luc, je profite peut-être de cette phrase-là pour te poser une dernière question parce qu'après, on voudrait aussi ouvrir pour le public. Oui. Du coup, je profite. Tu as nommé plusieurs fois ces permafrost et qu'ils jouent un rôle très important pour retenir les glaciers, la montagne dans son état. Et on a entendu dans les médias que les permafrost et les changements climatiques a peut-être eu une influence sur cet éboulement. Du coup, je voudrais te demander plus spécifiquement quel est le lien entre les permafrost et l'éboulement et comme les changements climatiques a joué un rôle sur cet éboulement. Oui, parfait. Alors, c'est bien parce que j'allais y venir, mais je me rends compte que je fais trop long. Donc, je vais répondre tout de suite à ta question. Le permafrost, il a surtout joué un rôle parce qu'il a tenu la paroi pendant des siècles, parce que tout ça était gelé. Et donc, alors, je dois juste préciser quelque chose. Souvent, on dit que le permafrost est le ciment des Alpes. C'est pas tellement la force d'adhérence de la glace sur le caillou qui fait tenir la montagne en place,
c'est surtout le fait que quand il y a du permafrost, la glace, l'eau, elle est à l'état glacé. Donc tout ça, c'est imperméable. Vous n'arrivez pas à faire rentrer de l'eau dans ces fissures. Tout est imperméable. Et dans n'importe quel type de glissement de terrain, que ce soit rocheux ou des glissements de terrain meubles, c'est toujours l'eau qui joue le rôle de lubrifiant. Donc quand vous avez du permafrost qui imperméabilise en quelque sorte le sommet de la montagne, il n'y a pas d'eau liquide qui va pouvoir faire déclencher les instabilités. Alors, la question du permafrost, c'est qu'on sait que probablement il y a une centaine de mètres de permafrost. Probablement c'est par comparaison avec d'autres sites. Il n'y a jamais eu d'installation de forage ici. Donc c'est pour ça que les chercheurs sont un petit peu nuancés sur le rôle qu'a joué le permafrost. Ce qu'on est sûr, c'est que le réchauffement climatique a augmenté l'épaisseur de la couche active. Donc, ces 3, 4, 5, 6 premiers mètres, ils se sont retrouvés souvent gelés, dégelés, gelés, dégelés, gelés, dégelés, alors qu'avant, ils étaient gelés et dégelés peut-être seulement sur 2 mètres d'épaisseur ou 3 mètres d'épaisseur. Donc, ça a produit beaucoup de blocs. Ces blocs, ils sont arrivés sur le glacier et ils ont eu pour conséquence de le recouvrir, de ralentir sa fonte et d'augmenter sa vitesse. Et ensuite, l'hypothèse que je fais, c'est pour ça que j'ai écrit hypothèse, c'est que le permafrost qui se situait, enfin, la base du permafrost, elle se situe probablement toujours ici aujourd'hui. Mais on a une dégradation du permafrost sur les 10, 20, 30, peut-être 40 mètres en pied de paroi. Et là, on a commencé à introduire de l'eau dans les fissures. Et c'est cette partie, à mon avis, l'instabilité a dû commencer ici. Et puis, par réaction, les éboulements sont remontés toujours plus haut. Donc, de mon point de vue, le permafrost, mais peut-être qu'on ne pourra jamais le prouver, mais c'est, à mon avis, l'hypothèse la plus probable, c'est que le permafrost est à la fois responsable de la conservation de ce petit glacier et de son avancement assez loin de sa position à laquelle il aurait dû être, et également de l'augmentation du nombre de cailloux qui est arrivé sur son dos. Qu'est-ce qui se passe le 28 mai? On a des éboulements successifs, donc toute cette partie qui est en grisé, elle n'existe plus aujourd'hui, des éboulements successifs qui viennent sur le glacier finit par rompre et déverser 3 millions de mètres cubes de roche et 3 millions de mètres cubes de glace et 6 millions de mètres cubes de roche. Comme c'est un glacier qui est probablement qui contient probablement beaucoup d'eau parce qu'il est en train de fondre, ce matériel, très vite, il se liquéfie. Ce n'est pas des glaçons qui sont restés sous forme de glace jusqu'en bas. Donc, ça a donné un matériel très liquide, très liquéfié, qui a permis, en fait, à la masse écroulée d'aller très loin dans le terrain. Sur le rôle du permafrost, ça sera les derniers graphes, l'avant-dernier graphe que je vais vous montrer. Je veux simplement dire quelque chose de basique. Le permafrost se réchauffe parce que la température de l'air se réchauffe. Ici, vous avez, c'est toujours terrible à rappeler, mais vous avez les températures, l'évaluation des températures en Suisse. On atteint aujourd'hui 3 degrés par rapport à la moyenne 1870-1890. Et évidemment, là, vous avez les graphes liés au permafrost. Ça va moins loin dans le temps parce que les premiers forages en Suisse sont de 1988 avec un forage à Murtel-Korvatsch dans les Grisons. Et on voit une augmentation d'environ 1 degré sur les 10-20 dernières années avec une tendance à la hausse un petit peu partout. Ce que vous avez ici, c'est l'augmentation de l'épaisseur de la couche active qui augmente aussi. Hein. Donc, ça, c'est des données qui viennent du site Permos, qui est en partie hébergé à l'Université de Fribourg et aussi à Zurich. C'est le collègue qui gère ça. Hein. C'est important de continuer à faire ces mesures, mais quelque part, c'est évident que l'augmentation de la température dans le rocher va augmenter et toujours plus rapidement vu que les températures extérieures augmentent. Le froid, il n'arrive pas depuis l'intérieur de la Terre, hein, il arrive depuis l'atmosphère extérieure. Et le chaud aussi. Donc, voilà, à mon avis, le rôle du permafrost. Je vous invite à aller cliquer sur une page du SLF, c'est l'Institut suisse
pour l'étude de la neige et des avalanches. C'est un institut lié aux écoles polytechniques fédérales, hein. Donc c'est quelque chose quand même d'un petit peu sérieux. Et ils ont produit un très bon document sur le rôle du pergélisol dans les instabilités de terrain. Voilà, pour terminer, après on passe aux questions. J'ai écrit ça le take-home message, mais ce n'est pas vraiment du take-home parce qu'on est tous à la maison. Donc c'est le message à garder pour vous. Je pense que de manière générale, je ne sais pas s'il faut le rappeler, mais on est peut-être dans un public de convaincus ce soir, mais le dérèglement climatique, il est la cause de l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des instabilités de terrain ces dernières années. Puis, pour ce qui est de la dégradation du permafrost en particulier, ça devient en fait un facteur de risque supplémentaire en haute montagne. Je citerai simplement le cas de Spitzestein à Kandersteg, c'est 10 km au nord-ouest de Blatten, où on a tout un versant instable, où là, clairement, on le sait, c'est le permafrost qui est en train de fondre. On reviendra peut-être là-dessus après aux questions. Et de mon point de vue, en ce qui concerne Blatten, je pense que la dégradation du permafrost, elle a joué un rôle important dans le déclenchement catastrophique de cette instabilité. Sur le long terme, c'est vrai, cette masse en équilibre instable, elle aurait certainement fini par céder. De mon point de vue, peut-être seulement dans 1, 2, 3 siècles, ou peut-être plus, et puis certainement aussi avec une évolution moins rapide et moins catastrophique. Donc, on ne va pas vers le beau, il y a plein de situations critiques ailleurs dans les Alpes, mais on peut espérer, on ne va pas les empêcher, mais on peut espérer peut-être au moins prévenir la population à l'avance, comme ça a été très bien fait dans le cas de Blatten, et puis peut-être même un petit peu plus en avance pour que les gens aient pu aussi amener avec eux, emporter avec eux certains objets qu'ils auraient souhaité prendre avec eux avant que leur village soit disparu. Voilà, j'espère pas avoir été trop long et trop technique et je me réjouis de vos questions. Merci beaucoup, Luc. C'était incroyable. Tu as vraiment nous donné beaucoup d'informations. Je suis sûr que tout le monde maintenant se sent une experte géomorphologue. Et on a encore quelques minutes pour poser des questions au Luc. Du coup, moi, je vous demande de vous soit lever la main si vous souhaitez poser votre question vous-même, ou comme Nicole l'a fait, poser la question dans le chat et je vais la lire à Luc. Maybe Marie, can you translate this? Oui, je le traduis dans le chat. Ah, Okay, sorry. Oui. Ich glaube, ich vous sehe posez les es, ja. questions, vous posez les questions. Also, ihr könnt jetzt Fragen stellen, entweder im Chat oder einfach ihr könnt die Hand aufheben und ihr könnt gerne auch die Frage auf Deutsch stellen. Mhm. Alors, la première question par Nicole, c'est est-ce que c'est possible que les petits Nestors continuent à s'ébouler? Alors, je pense qu'il continue encore un petit peu. Il y a encore une petite partie. J'ai pas accès aux images les plus récentes, mais j'ai encore l'impression qu'il y a une petite partie de la masse qui reste instable. Évidemment, le danger, là, maintenant, il est pour les militaires qui sont en train d'essayer de travailler dessous. Euh, il faudra évaluer là, si le village veut être reconstruit, où il veut être reconstruit. Il faudrait évaluer quelles sont les masses rocheuses encore instables. Mais il y a encore du matériel qui est prêt à partir, je pense, oui. Ok. Il y a une deuxième question en allemand, du coup, peut-être. Ah non, ça, c'est toi, Marie. Ok, tu as Ok, top. Je traduis, oui. Est-ce qu'il y a des autres questions? Moi, j'en ai une, mais il y en a aussi Allez-y. une autre. J'y vais. Ok. Ouais, ben merci beaucoup. C'est totalement nouveau pour moi, même bon, si je connais un peu les principes de base. Comme tu as beaucoup parlé du contexte géologique particulier de cet endroit-là, je me demandais si la fonte du permafrost est surtout dangereuse là où il y a des contextes géologiques particuliers ou si ça l'est partout ou plus là où c'est particulier et moins à d'autres endroits. Et si en fait de regarder où il y a le contexte géologique particulier, ça aide aussi à savoir les zones qui sont dangereuses.
Oui, effectivement, je pense que le grand travail maintenant je ne sais pas qui va s'y coller, mais j'imagine que c'est les services de danger naturel du canton du Valais et des autres cantons, hein. Ça va être de repérer ces zones où il y a des falaises un peu. Le géologue cantonal du Valais a utilisé l'expression que je trouvais assez imagée, des falaises pas très en forme, enfin, qui ont des roches assez friables ou beaucoup de fracturations, et puis qui se situent dans des zones à permafrost, et le pire de tout, sur un glacier. Donc ça, je pense que c'est en train d'être fait. Ces zones vont être répertoriées. Et puis ensuite, en fonction du risque, c'est-à-dire en fonction de la présence d'infrastructures ou d'humains en dessous, il va y avoir des études plus détaillées qui vont être faites sur certains secteurs. Si je reviens à la catastrophe de Bondo dans les Grisons, c'est une situation un petit peu similaire avec aussi une paroi rocheuse qui s'effondre dans des zones où le permafrost est en train de se dégrader, puis qui s'effondre sur un glacier couvert et qui produit une grosse lave torrentielle avec là, malheureusement, 8 personnes, 8 randonneurs décédés, puis beaucoup de dégâts dans le village de Bondo. Donc, c'est des situations qui sont connues. À quel point ce scénario, il était déjà imaginé à Blatton, ça, j'arrive pas à dire, mais probablement qu'ils y pensaient parce qu'ils ont été très, très réactifs. Ouais. Merci les deux. Et alors, j'ai une autre question là de le chat par Laurence. Laurence demande, faut-il préparer un sac de survie lorsque les gens habitent dans la région à risque, voire aller vivre ailleurs? Et moi, j'ai une petite question comme ça. Qu'est-ce que sont les mesures d'adaptation qu'on peut avoir pour les infrastructures et les villages alpins? Ouais, ça c'est peut-être un peu. Je peux essayer de donner mon avis personnel, mais c'est peut-être un peu moins de mon ressort. Je pense que les populations de montagne sont assez résilientes en fait, parce ils doivent vivre avec ces dangers naturels depuis longtemps. Il y a beaucoup d'avalanches à Blatton. Beaucoup d'avalanches. La partie qui est au-dessus de Blatton, c'est très joli, c'est Fafleur-Alpes, peut-être certains connaissent. C'est un village qui est interdit en principe d'habitation durant l'hiver parce qu'il y a trop de risques d'avalanche. Je ne peux pas vous dire si l'interdiction est respectée ou pas, parce que quand même c'est en Valais, hein. Mais en principe c'est interdit parce qu'on n'arrive pas à assurer la sécurité des gens. Donc je pense qu'en Suisse, on est, par rapport à d'autres situations dans le monde, on a quand même un niveau de... On peut se sentir rassuré là où on habite, et puis le jour où quelqu'un vient nous dire là c'est dangereux où tu habites, il faudrait que tu penses gentiment à ne plus dormir là, ou alors peut-être à prendre tes objets de valeur, ou alors carrément un jour à ne plus venir du tout, comme dans le cas de Brienz dans les Grisons, hein. Je crois que là nos autorités sont assez responsables. Je ne me ferai pas de soucis par rapport à comment dire, la nécessité de préparer un sac de survie ou autre. Mais par contre, c'est vrai que voilà, si on a des objets ou des souvenirs auxquels on tient beaucoup, puis qu'on sait qu'on est dans une région à risque, il faut peut-être plutôt les mettre dans un autre endroit qu'à cet endroit-là, quoi. Mais bon, c'est terrible, hein, mais ça reste du matériel. C'est quand même mieux que les vies humaines soient sauvées. Mais voilà, je n'arrive pas à aller beaucoup plus loin sur cette question que ça. Peut-être on a temps pour une petite dernière question que je suis pas sûr qu'on va répondre à toi, mais on va voir. Et parce que Nicole avait déjà demandé, ce qui se passe au Val de Bagne, c'est pareil ou ce sont des laves torrentielles? Là, ce sont des laves torrentielles qui sont elles-mêmes alimentées par un glissement de terrain qui était stable. Il était déjà présent, mais il était stable ces dernières décennies, peut-être même ce dernier siècle. C'est un peu un mystère pour moi. Pourquoi le glissement de terrain s'est mis à avancer. Puis c'est cette masse qui glisse, qui produit le matériel pour le déclenchement du lac torrentiel. Alors là, ce qui est évident, c'est que les événements extrêmes de précipitation
vont amplifier les laves torrentielles, hein. Mais des laves torrentielles dans cette région-là, si on regarde la géomorphologie, il y en a déjà eu. Mais là-bas, c'est un petit peu particulier parce que dans les années 50, en dessous du glissement de terrain, il y a eu un énorme remblai qui a été déposé au milieu du ravin, donc exactement là où il ne fallait pas, lié à la construction de galeries de la Grande Dixence. En Valais, il y a des galeries partout, hein, pour prendre de l'eau quelque part, l'amener dans un lac, turbiner. C'est assez compliqué, hein, moi je ne connais pas de ça dans le détail. Mais il y a eu des grands tunnels, des grandes galeries qui ont été forées, et puis il y a eu plusieurs, je ne sais pas, qu'est-ce que ça fait, peut-être plusieurs centaines de milliers de mètres cubes, qui ont été posés vraiment au milieu du ravin, qui est pris par les laves torrentielles. Ça, c'était à la fin des années 50. Hein. Donc là, il ne s'est rien passé. Et puis l'année passée, en juillet, je crois, il y a eu cet épisode de pluie assez intense. Et il y a eu le glissement de terrain tout en haut qui s'est déclenché. Et puis qui a emporté avec lui les remblais posés dans le ravin. Donc ça a amplifié le volume des laves torrentielles l'année passée. Maintenant, ce volume, il est loin. Il n'entre plus en ligne de compte. Et puis, c'est ce glissement de terrain qui a été stable pendant plusieurs décennies ou siècles, qui se met à avancer de manière assez... J'ai discuté de ça avec un collègue qui suit ça plus attentivement, qui avance et qui s'arrête de manière un peu incompréhensible. Les glissements de terrain, d'habitude, c'est plus facile. Il pleut, ça se charge en eau, ça glisse. Ça arrête de pleuvoir, le niveau de la lave phréatique descend, ça s'arrête. Là, le fonctionnement de ce glissement de terrain, on ne comprend pas bien. Je pense que le lien avec le réchauffement climatique sur le glissement, il est vraiment très difficile à trouver pour le moment. Par contre, ce matériel-là, il va être emporté en quantité beaucoup plus grande si les événements de précipitation sont plus intenses. Et là, il y a un lien évident avec le réchauffement climatique. Donc, chaque situation un peu particulière, c'est un petit peu comme nous, hein. Moi, je vais chez le médecin, j'ai mal là. Toi, tu vas chez le médecin, tu as mal là. Mais le médecin, si c'est un bon médecin généraliste, il va nous trouver d'autres trucs différents. Parce que notre terrain, il est différent. Et il ne faut pas non plus tomber dans l'excès de c'est tout à cause du réchauffement climatique. Parce que quelque part, ça fait aussi très peur. Hein. Et il faut aussi se dire, oui, là, c'est clairement lié au réchauffement climatique. Là aussi, là, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, et puis essayer de garder, en tout cas de mon point de vue de scientifique, d'essayer de garder une certaine ligne objective, si on arrive. Merci beaucoup, Luc. On a juste un petit moment pour aborder la dernière question des Prunes qui c'était très, très intéressante. Et c'est plutôt sur la discussion entre scientifiques et ce que nous, public, on peut comprendre par les médias. Alors, Prune demande, c'est rassurant de vous entendre parler du rôle de la fonte du permafrost dans cet effondrement. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que les scientifiques même ont peur de se prononcer par rapport au rôle du dérèglement climatique, alors qu'on voit bien que depuis des années, tous les glaciers fondent drastiquement et que les laves torrentielles deviennent de plus en plus fréquentes. Du coup, qu'est-ce qui se passe entre la communauté scientifique? Oui, alors effectivement, quand on arrive dans l'histoire du permafrost, c'est un petit peu plus compliqué. D'une part, parce qu'on a des données que depuis 1988. Et puis, les données sont un peu différentes dans chaque site. Et on a une carte, comment est-ce qu'elle s'appelle? Une carte indicative de la présence du permafrost. Une carte indicative. On n'est jamais sûr qu'il y a vraiment du permafrost. C'est en fait des modèles. Puis là, en tant que scientifique, c'est vrai qu'on doit des fois dire, on n'est pas complètement sûr qu'il y en avait, donc est-ce que c'est vraiment parce qu'il a fondu qu'il y a ce problème ou pas? Puis ensuite, il y a un temps de réactivité qui est assez long. Le décalage entre quand il fait très chaud, en fin août, on a des canicules fin août, le décalage de cette onde de chaud, elle va atteindre le permafrost à 10 mètres de profondeur 6 mois plus tard, à peu près. Donc, c'est difficile de pouvoir déduire des liens de causalité de manière évidente. Et puis, les chercheurs ont tendance à être un petit peu prudents dans ce domaine-là. Donc, il y a des chercheurs qui sont peut-être un petit peu plus engagés sur le plan personnel pour la défense du climat, qui vont faire l'effort de parler dans le public et puis de s'avancer un peu plus.
Puis d'autres vont dire, ah non, si je fais ça, on va me taxer de militant, je serai plus sérieux, etc. Donc il y a un petit peu cette tendance que j'observe autour de moi. Ça paraît rien, hein, mais il faut un certain courage pour s'exposer dans les médias, puis pour poser des hypothèses qui ne sont pas scientifiquement complètement étayées, quoi. Je pense que ça vient un peu de là. Parfait. Merci beaucoup, Luc, pour ta présentation, pour toutes les réponses aux questions. C'était incroyable. C'était vraiment très utile de t'avoir parmi nous. Du coup, merci beaucoup. Merci dans le chat. Et Merci alors, beaucoup. et maintenant, on passe à la deuxième partie de la soirée. Je passe peut-être la parole à Marie. On va se diviser dans deux petites chambres, une en français, une en allemande. Je donne à toi, Marie. Oui, merci. Merci beaucoup, Luc. J'ai essayé tant bien que mal de traduire en allemand, mais c'était difficile. Alors, j'espère que enfin, j'ai fait de mon mieux. Voilà. J'espère que j'ai Merci. pas dit trop de bêtises. Et puis, je vous invite, on va faire une mini présentation d'ACNA. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas encore ACNA, les francophones peuvent rester dans la salle principale. Et par contre, j'aurais besoin que les germanophones m'indiquent qu'elles sont germanophones pour que je puisse les mettre dans une autre salle. Also bitte die Deutschsprachigen wie kurz euch melden, damit ich euch in einem anderen Saal aufteilt. Ähm, David, Marcus. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Mais du coup, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de germanophones. Oda. Oda, super. Oda, okay. Ich öffne jetzt den Saal. Wir haben etwa 10 Minuten für eine kurze Präsentation in Deutsch und auf Französisch und dann treffen wir uns wieder im Hauptraum ähm, für den Zuhörerenkreis. Et si vous, donc, je vais ouvrir la salle en allemand. Les francophones peuvent rester dans la salle principale. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas ACNAR, c'est le moment de faire une petite présentation. Et pour les autres, vous pouvez faire une petite pause. Et puis on se retrouve après pour le cercle de parole. Est-ce que ça marche? Ok, c'est bon. Du coup, les francophones, les germanophones sont partis. Du coup, Cécile, tu peux faire ta présentation en français. Ok. Y a juste Prune qui demande à quelle heure on se retrouve. Ça dure 10 J'imagine. minutes, donc à 20 et 20. Ok, ça marche. Euh, bon, volontiers, si tu peux partager ton écran. Oui, j'arrive. Je sais qu'il y a des personnes qui sont là qui connaissent déjà ce qu'on fait. Alors, bon, vous êtes bienvenus à ma présentation. Comme vous pouvez aussi faire une petite pause. Pardon, je dois jongler entre 10 000 Ah trucs. ouais, pas de problème. Je Je vais partager aussi, partage mon mais écran. c'est Non, des non, c'est problèmes bon, c'est bon. chez moi. J'arrive. C'est pas celle-là. Ok. Et voilà. Ok, c'est bon. D'accord. Tu peux commencer par la toute première, parce que je vais juste commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Cécile, j'ai 30 ans, j'habite près de Bienne, dans le Jura bernois. Et puis,
depuis 2020, 21 à peu près, j'ai arrêté mon travail de logopédiste pour m'engager à plein temps dans l'activisme. Et puis avec quatre autres personnes, on a fondé la campagne Renovate Switzerland, à partir de laquelle est né ensuite le mouvement Act Now. Et puis, c'était pas simple pour moi de faire ce grand changement dans ma vie, mais pour moi, enfin, je suis passée un peu par plein d'étapes de remise en question, voilà. Mais je suis vraiment convaincue que c'est ma voie et puis c'est ce qui fait du sens actuellement dans le monde. Donc, je suis vraiment super joyeuse de faire partie de ce mouvement et d'être activiste du climat. Et ouais, du coup, je vais essayer de présenter brièvement Act Now. On a créé ce mouvement parce que la campagne Renovate était focalisée sur la rénovation thermique. Au bout d'un moment, on s'est rendu compte, bah voilà, c'est pas suffisant. On doit être capable d'évoluer, d'intégrer aussi la diversité des approches face à la catastrophe climatique, toujours dans l'activisme non violent. Et puis, donc, on est un mouvement. Actuellement, on a 5 employés, environ 80 personnes qui ont des rôles ou qui s'engagent enfin, de temps en temps. Et puis, une communauté de 300 activistes qui participent à des actions. Voilà. Tu peux changer de slide. Donc, il y a plusieurs idées, ou j'aime pas trop le terme principe, mais disons là, en l'occurrence, c'est des mots qui fondent notre mouvement. Et la première, c'est la confiance dans le fait qu'on est tous et toutes capables de prendre la situation en main et de faire quelque chose face à la situation qui nous arrive et que le désespoir, le déni sont pas une fatalité. Donc, qu'on a tous et toutes à la fois la capacité et la responsabilité d'agir et de s'engager. Et puis que cet engagement, en fait, il peut se faire avec beaucoup de joie, que cette joie, elle est contagieuse et puis que ça ouvre pour soi, pour le monde, pour le collectif, des perspectives nouvelles, différentes, et puis que c'est quelque chose qui est très joyeux. Donc, on pense vraiment que pour faire face à la catastrophe climatique, on a besoin d'une révolution. Révolution dans le sens d'un retournement complet du paradigme. Donc, que des petites mesures, ça suffit pas, mais qu'on a vraiment besoin de nouvelles manières de voir le monde, de comprendre les choses, d'être en relation avec les autres et de faire, en fait. Et que cette révolution, elle doit être non violente. Donc la non-violence, c'est quelque chose qui est clé dans notre mouvement et je vais en parler un petit peu plus après. Et puis, donc je sais pas comment c'est pour vous, mais moi-même, parfois, je me sens impuissante, mais surtout, j'ai l'impression de voir beaucoup d'impuissance autour de moi, d'entendre des personnes qui disent ou qui se rendent compte à quel point la situation, elle est grave, mais qui disent, bon, de toute façon, on peut rien y faire, ou bien c'est pas moi qui vais changer quelque chose. Et je comprends que c'est quelque chose qu'on puisse vraiment ressentir face à l'ampleur de la catastrophe. Mais on croit aussi en fait vraiment en la capacité et surtout en la puissance qu'on peut avoir en tant que personne et en tant que collectif si on se met à agir ensemble. Et ce qu'on essaye de faire, en fait, c'est de permettre à chacun, chacune, de retrouver ou de redécouvrir ce pouvoir d'action qui est en chacune d'entre nous et puis d'en faire quelque chose. Et pour ça, on essaye avec notre mouvement de créer des espaces qui permettent à un maximum de personnes de comprendre la crise écologique. Donc, c'est par exemple ce qu'on a fait ce soir, de s'exprimer. C'est aussi ce qu'on va faire avec le cercle de parole. Mais voilà, on fait ça à plein de moments différents. Aussi, on essaye un maximum de personnes de s'identifier avec la cause globale, avec le mouvement. Et puis, ouais, de s'engager et de le faire avec joie.
Voilà, donc on fait de l'activisme, on essaye de changer la société, et on essaie de le faire, ou on voudrait le faire de façon non violente. Et juste pour présenter comment on comprend la non-violence et on l'exerce dans notre mouvement, on a ces deux métaphores qui sont le poing levé et la main ouverte. Donc la non-violence pour nous, c'est à la fois une stratégie qui est efficace et qui a fonctionné par le passé, par exemple dans les mouvements des droits civiques, mais aussi plus récemment avec en Serbie, le mouvement Otpor qui a réussi à instaurer une démocratie après la dictature. Mais pour nous, la non-violence est aussi une philosophie qu'on essaye de cultiver, qu'on exerce. On dit on a un muscle de la non-violence et on essaie de l'exercer dans notre quotidien. Alors, par rapport au point levé, c'est des activités qu'on fait et qui sont dans l'espace public où des personnes s'expriment, disent une vérité, se positionnent et font passer un message fort. Donc, c'est les actions qu'on fait, on en fait différentes, des qui sont plus ou moins perturbantes, des qui sont plus ou moins risquées. Et puis, en fait, ces interventions dans l'espace public, l'idée, c'est qu'elles bousculent le statu quo ou une sorte de réalité qu'on peut penser figée. Donc, c'est comme un peu secouer comme ça la réalité. Et puis ça, en fait, ça va permettre, ça va faire en sorte que les gens, ils vont devoir se positionner par rapport à la problématique, s'exprimer, peut-être changer d'avis. Et puis, ça va permettre à la société, en fait, d'évoluer ou d'aller vers quelque chose d'autre parce qu'on aura secoué et il faudra se réadapter. Par contre, la non-violence, c'est pas uniquement cet aspect perturbant, mais c'est aussi l'aspect main ouverte. Et la main ouverte, c'est toutes les activités qu'on fait suite à avoir bousculé pour écouter, permettre aux gens de s'exprimer, recevoir ce qui se passe, parce qu'on croit vraiment que c'est par le dialogue qu'on peut évoluer. Et l'idée, c'est que quelque chose de plus beau, de plus résilient et de plus sain émerge de la perturbation avec le point levé. Voilà. Et puis dans notre mouvement, du coup, on fait plein d'activités différentes. On fait de la sensibilisation, de l'information, de la désobéissance civile. Ça, c'est un peu les choses qu'on voit dans les médias qui attirent beaucoup d'attention. Mais on fait aussi beaucoup de formations à la non-violence, à l'organisation collective. Là, on a lancé un programme cette année qui va continuer dans le courant de l'année et dans les prochaines. Aussi des activités de participation citoyenne et démocratique, comme les assemblées populaires. C'est un projet qu'on va lancer dans les prochains mois. Et puis, quand on s'engage, on peut le faire sur le devant de la scène si on est prêt et prête ou dans les coulisses. Et bon, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, on croit vraiment à la capacité de chacun et chacune de s'engager, de trouver une voie, de contribuer à un monde meilleur. Parce que dans le fond, je pense qu'on partage tous et toutes les mêmes envies, les mêmes besoins qui sont juste pouvoir avoir une vie paisible et la sécurité pour soi-même, pour ses proches. Donc, je vous invite, si vous le souhaitez, à faire notre quiz qui vous permettra de découvrir quel type d'activiste vous êtes et comment vous pouvez vous impliquer. Et pour ça, vous pouvez scanner le QR code et répondre aux questions si vous avez envie. Voilà, merci. Merci de m'avoir écouté. C'est très, très, très bref. Et si, évidemment, vous êtes intéressé à en savoir plus, aussi à rencontrer des personnes qui s'engagent, des fois, c'est chouette de pouvoir parler, voir qui on est. On organise des événements en ligne, comme ce soir, ou en vrai, dans les différentes communautés qu'on a à Lausanne, Fribourg, Berne, Zurich et Bâle. Donc, tout ça, c'est sur notre site web. Et puis,
Et puis voilà, je ne sais pas si je laisse mon adresse mail si jamais vous avez des questions que vous avez envie de m'écrire pour je ne sais quelle raison. Je vous l'envoie, tout comme mon numéro de téléphone. Voilà, merci. Je ne sais pas si vous avez des questions en fait, tout de suite même, si on a le temps. On peut laisser voir s'il y a des questions et sinon on pourrait tout doucement commencer le cercle de parole. Vu qu'on a on est un petit peu en retard sur le programme, on a encore à peu près 40 minutes, ouais, 40 minutes pour faire le cercle de parole, mais on peut laisser un temps pour les questions. Wir können kurz eine Zeit lassen für Fragen zu Agna, wenn es gibt. Und wenn nicht, dann würde ich dir das Wort, Célina, geben. Je te donne la parole, Célina, pour initier le cercle de parole. Merci beaucoup, Cécile, pour la présentation et merci à Marcus pour l'allemand. Oui, alors on va passer à la... Vous m'entendez bien? Ouais, ok. Alors, on va passer à la dernière étape qui est complètement